Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler d'expatriation, pas seulement pour le confort, le plaisir, le soleil, les femmes, etc., mais aussi pour le futur, parce que c'est triste à dire, ça fait 2 ans que je suis rentré en France, comme vous le savez peut-être si vous me suivez depuis un moment, j'ai pas mal voyagé, j'ai habité au Portugal, en Espagne, en Colombie, en Équateur, et tous ces voyages m'ont ouvert les yeux sur la situation de la France, puisque du coup, forcément, plus vous voyagez, plus vous avez de la perspective pour analyser ce que nous vendent les médias, ce que nous vend la culture locale, ce que nous vendent nos politiques, en nous expliquant que la France c'est incroyable, que c'est le centre du monde, et en fait on se rend compte au fur et à mesure que la France a une réputation à l'étranger pour certaines choses, qui est positive, parfois qui est négative, mais en fait, il y a plein de gens qui ne situent pas la France ou qui en fait s'en battent les couilles à part de la Tour Eiffel. Voilà, donc il faut être clair là-dessus pour commencer. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous expliquer pourquoi en fait aujourd'hui, malgré le fait que ça fait 2 ans que je suis rentré en France, en Normandie, pourquoi ça fait faire à peu près un an que je suis en train d'étudier tous les plans pour m'expatrier à long terme dans un pays. Et du coup, je vais vous expliquer où est-ce que vous pouvez aller, déjà pourquoi je me barre, où est-ce que vous pouvez partir, quels critères vous devez utiliser pour bien analyser les zones, parce que j'en ai analysé une tonne. Et on va scanner tout ça voilà, dans ce podcast. Donc c'est parti, je vous laisse l'intro et on y va. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Virilité Intellectuelle. Je suis Baptiste et j'ai créé ce podcast pour que chaque homme puisse s'élever socialement, conquérir ses ambitions et affûter son esprit critique. Si tu aimes ce podcast, je t'invite à t'abonner ou à y laisser 5 étoiles. Tu as également la possibilité de soutenir la création des épisodes sur la plateforme Tipeee que tu trouveras en description. Sans plus attendre, place à l'épisode. Alors déjà, première raison, pourquoi quitter la France? Parce que tu vois, quand on parle d'expatriation, il y a toujours le cliché, ouais, je suis parti vivre en Thaïlande parce que du coup, ou à Bali parce qu'il fait beau, il y a du soleil, ou je suis parti à Dubaï parce que, en fait, à Dubaï, c'est trop bien parce qu'on fait du business. Tu sais, on a une vision de l'expatriation qui est hyper faible. Et aujourd'hui, je vois qu'il y a beaucoup de contenu sur l'expatriation qui se crée. Et je pense que c'est dû à un gros changement de mentalité en France et de retour à la réalité en fait. Le scam est en train de s'interrompre. C'est-à-dire qu'on est en train de se rendre compte qu'on se fait enculer. Voilà, faut le dire. On est en train de se rendre compte que on se fait bourrer d'impôts et sans contrepartie légitime. Donc déjà, si on doit premièrement se focaliser sur pourquoi quitter la France, il faut savoir que une des premières raisons, le premier point de douleur très fort qu'on voit chez les gens, et également chez moi, c'est les impôts qu'on paye. Il faut savoir que du coup, moi je suis entrepreneur, donc il faut que vous compreniez, si vous êtes fonctionnaire aujourd'hui, ou si vous êtes étudiant, ou si vous êtes employé, salarié, il faut, ou même profession libérale financée par exemple la sécurité sociale, si vous êtes par exemple dans le médical ou peu importe, il faut comprendre que c'est compliqué pour un entrepreneur de créer de la richesse, donc de créer de l'argent. Parce qu'en fait, on doit arriver et demander à des gens, donne-moi ton argent. Et pour qu'ils te donnent ton argent, il faut que tu aies une plus-value, une valeur ajoutée sur leur vie, sur leur entreprise, sur leurs objectifs. Donc, ce n'est pas facile de créer une entreprise, ce n'est pas facile de vendre, ce n'est pas facile de gagner du chiffre d'affaires. Voilà, il faut le comprendre de manière générale. C'est pas simple, c'est plus facile d'être salarié, c'est plus facile d'être fonctionnaire, c'est plus facile d'être encore profession libérale financée par la sécurité sociale. Voilà, ça c'est dit, il faut que vous le compreniez, que ça vous plaise ou non, c'est dur d'être entrepreneur. Ensuite, il faut savoir que quand tu es entrepreneur en France, alors au début tu vas être en micro-entreprise, donc tu vas à peu près être taxé à hauteur de 30%. Alors bien sûr, il y a la TVA à rajouter, donc 20%. Il y a aussi ensuite l'impôt sur le revenu à rajouter. Donc en fonction dans quelle tranche tu es, tu peux payer 14% de tes revenus, 30% si tu gagnes un peu plus. Donc déjà, on a une belle fiscalité. Et ensuite, à partir du moment où tu passes en société, grosso modo, tu vas payer avec toutes les charges qui vont se rajouter, les impôts supplémentaires, les impôts sur les dividendes, l'impôt sur la société, tout ça, tu vas te retrouver à gagner de l'argent pour toi à partir de juillet.
C'est-à-dire que tu vas avoir à peu près plus de 55% d'impôts sur ce que tu vas gagner. Donc tu sais, quand les gens ils te disent ouais j'ai fait 1 million en vendant des trucs, bah tu peux leur retirer déjà 55% juste avec les impôts, et ensuite tu peux retirer toutes les charges qu'ils ont, puisque pour faire tourner un business, bah il y a des charges. Donc déjà, c'est beaucoup de temps de travail pour pas grand-chose. Et il faut comprendre que l'impôt, c'est censé être justifié. Parce que sinon, en fait, par exemple, on pourrait mettre 100% d'impôt. En fait, 100% d'impôt, c'est quoi? C'est que tu es esclave, hein. Voilà, pour faire simple, hein, c'est que tous tes revenus sont gardés par quelqu'un. En France, on est quand même à 60% quasiment de pression fiscale sur les entrepreneurs. Ça veut dire que, euh, quand même, sur une échelle de 1 à 10, ça veut dire qu'il y a 6 qui sont pour l'État, il y a 4 qui sont pour toi. Déjà, c'est quand même étrange. Enfin, tu vois, il faut quand même se dire que c'est beaucoup, beaucoup d'argent qui est pris par quelqu'un qui ne prend pas le risque qu'un entrepreneur prend. Donc, quand on est entrepreneur, on commence à travailler à partir de juillet. Donc déjà, ça c'est un problème, les amis. Parce que si on commence à gagner de l'argent à partir de juillet, je comprends pas pourquoi on entend sur les plateaux les féministes qui disent ouais, moi à partir de ce jour-là, les hommes gagnent plus d'argent que moi, etc. Blablabla. Bah écoute, si t'es entrepreneur, autant te dire que c'est à partir de juillet que tu ou à partir de mai que tu vas dire que tu travailles gratos. Donc de janvier à mai, je travaille pour moi, et après de juin à décembre, je travaille pour l'État. Voilà. Donc tu vois. Déjà, petit problème, les impôts. Et en plus, on se rend compte que les impôts, et c'est censé être déjà euh, en fait consenti. Donc l'impôt, on est censé être d'accord de le payer ou pas. Mais vous savez qu'en France, c'est obligatoire de payer ses impôts, et donc bah, on les paye, normal. Mais après, on peut se demander, mais pourquoi on les paye, tu vois? Parce que si on regarde bien, par exemple, prenons l'indice de la criminalité. Donc je suis sur Numbeo, hein. Numbeo, c'est voilà, ça prend en compte des données internationales, pardon. J'ai une carte sous les yeux qui présente les pays avec le plus gros indice de criminalité. Bon, il faut savoir qu'on a un indice de criminalité à 55. Voilà. C'est le plus élevé d'Europe. C'est-à-dire que même la Biélorussie, c'est plus bas. Et pour vous donner un exemple, parce que du coup on est toujours en train de dire ouais, les pays autour de nous, c'est n'importe quoi, c'est le tiers-monde, etc. C'est dangereux de sortir de France, etc. Bah aujourd'hui, il faut savoir que vous êtes plus en sécurité. En Ouganda, au Costa Rica, en Tanzanie, au Mexique, au Belize, au Botswana, en Algérie, en Mongolie, en Uruguay, etc. Vous êtes plus en sécurité en Iran, et oui, ouais, oui, il y a moins de criminalité. Vous êtes plus en sécurité en Belgique, bon, aux États-Unis aussi, en Malaisie, au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande et en Suède, etc. Donc si vous voulez, la France, sur l'indice de criminalité, on est, euh, on est entre le Kenya et le Kyrgyzstan. Voilà. Et au-dessus de nous, il y a juste la Libye, la Côte d'Ivoire, les Fidji et les Bahamas. Voilà. Ça en dit long. Ça en dit long, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein. On est un pays qui taxe quasiment le plus au monde. On a un pays qui taxe le plus au monde. Et on a un indice de criminalité le plus élevé en Europe. Et dans le monde, on est super mal classé, quoi. Et c'est quoi l'indice de criminalité? En gros, c'est les deux indices, c'est indice de criminalité plus indice de sécurité, puis on fait une moyenne. Donc c'est le sentiment de sécurité des gens, et c'est aussi, en fait, le fait que tu vas avoir subir un crime. Donc un crime, c'est un meurtre. Voilà, c'est simple, hein. Un crime, c'est pas genre juste tu vas te faire voler à l'arraché quelque chose. Il me semble que ça c'est un délit. Les fans de droit, voilà, en parleront. Mais un crime, c'est quand même, on est déjà sur une échelle de violence forte. Et bah ça c'est pourquoi, c'est tout simplement parce que en fait on a un État qui est faible et qui est compatissant avec les criminels, et du coup bah il se passe rien, voilà. Donc déjà, pourquoi quitter la France? Les impôts, la sécurité. Ensuite, voilà, les gens vont dire ouais mais t'inquiète, on paye des impôts parce que en fait on a un des meilleurs systèmes au monde de santé. Ah, c'est faux. C'est faux, les gars. Je ne sais pas si vous avez été à l'hôpital public, donc celui où vous êtes censé être reçu gratuitement pour tout. Moi, j'ai fait par exemple, voilà, j'ai une opération à faire, j'ai dû faire un rendez-vous chez un cardiologue pour checker si tout allait bien sur mon cœur. Donc tout va bien.
Mais il faut savoir que pour faire ce rendez-vous, j'ai dû appeler, donc je suis en Normandie, j'ai dû appeler tous les hôpitaux de la région Normandie, ça fait beaucoup, hein, ça fait quand même 2 heures de route entre les hôpitaux. Et en fait, le rendez-vous qu'on me propose le plus rapide, c'est dans 8 mois. Voilà. Donc ça, c'est l'état aujourd'hui du système. Donc c'est de la cardiologie, hein, donc c'est 8 mois. Donc tu te dis, d'accord, c'est 8 mois. Donc c'est quoi la solution? La solution, c'est d'aller à Paris, donc de prendre un train et de payer 50 balles aller-retour Rouen-Paris et de prendre ta journée pour faire un rendez-vous cardiologue que tu vas payer, qui va être secteur 2, donc dépassement d'honoraires que tu vas avoir de ta poche. Donc quand l'URSSAF c'est la sécurité sociale en grosso modo des entrepreneurs, te prend 25% de ton revenu pour ta santé et ta retraite, et bah figurez-vous les amis que c'est quand même une sacrée histoire, c'est un sacré scam. Parce que la santé c'est pareil. En Normandie, si vous voulez avoir un rendez-vous chez un ophtalmo ou chez par exemple un dermato, bah, vous allez devoir attendre 1 an. Donc faut pas me dire, et bah pareil, c'est pareil pour les dentistes, hein. Les dentistes c'est pareil. Dès que vous n'êtes pas dans une très grande ville ou que vous êtes à Paris, bah vous l'avez dans le cul. Vous l'avez dans le cul, c'est le désert médical. Et ça c'est organisé, c'est un truc qui est censé être organisé par l'État. On serait censé, avec ce qu'on paye, avoir un niveau de santé, mais parfait. Et je vous dis la santé, mais les pauvres qui travaillent dans le secteur de la santé le savent. Ils ont Les salaires sont extrêmement faibles puisque les prix ne sont jamais, quasiment jamais revalorisés. Ils ont fait des études qui sont obligés de faire, hein, qui durent longtemps pour accéder à un statut qui leur permet d'exercer. Et en fait, bah, ils sont confrontés à travailler comme des chiens pour pas grand-chose. Et le budget, bah, il est tout le temps diminué, ou s'il est augmenté, il va dans des administratifs qui vont rien faire. Donc la santé, c'est un problème. La retraite, c'est pareil. Moi, on cotise à fond pour la retraite, voilà, on prend des pourcentages de ouf pour la retraite. Et en fait, je sais que c'est un scam, la retraite. C'est un scam parce que c'est un système par répartition. Donc en gros, tous ceux qui sont actifs aujourd'hui payent pour les retraités actuels, et on sait qu'il y aura de moins en moins d'actifs. Enfin voilà, il n'y a pas besoin de. Normalement, vous êtes au courant de ce truc, hein, mais si vous n'êtes pas au courant, creusez un petit peu sur l'effondrement du système par répartition, qui en fait, à un moment, ne fonctionnera plus. C'est mathématique, c'est un Ponzi, et il faudrait qu'on passe sur un système par capitalisation, donc avec des fonds souverains qui gèrent les finances, et puis pour les gens qui auraient vraiment pas cotisé, qui seraient vraiment dans la misère, et bah tu as une retraite minimum. Mais aujourd'hui, il y a rien ça ne fonctionne plus. Donc moi, on me ponctionne un équivalent à la retraite, donc j'ai fait mes petits calculs. Avec ce qu'on prend, je vais avoir à la retraite, normalement, si ça change pas, mais vous pouvez retirer à peu près 30% de ce que je vais vous dire, je devrais avoir 1 200 euros par mois. Voilà, par rapport à ce que je gagne ici. Donc ici, je gagne à peu près, je déclare entre 3 000 et 5 000 euros de chiffre d'affaires par mois. C'est de la prestation, donc voilà, je suis imposé dessus, mais j'ai pas de charge. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, voilà, je cotise à peu près du coup 1500, bon, entre 1000 et ça va dépendre. Je cotise entre 500 et 1500 par mois de prélèvement URSSAF. Ça va dépendre des mois. Et en fait, on me promet qu'à la retraite, j'aurai 1 200 euros. Donc j'ai fait mes petits calculs. Je me suis dit, et si je le faisais moi-même, si ce n'était plus l'URSSAF qui prenait mon argent et qui la redistribuait, mais si je la prenais moi, mon argent, et que je la mettais sur un compte, en bourse avec, allez, 5% net d'inflation par an. Donc c'est très conservateur, 5%, c'est pas fou, net d'inflation, donc on retire l'inflation. Et ben je me suis projeté. Et figurez-vous que si j'avais 65 ans, je pourrais me verser 2000 euros, j'aurais un pactole à peu près de 450 000 euros en gros, et je pourrais me verser 2000 euros par mois sans jamais toucher à ce pactole, puisque ce serait les 2000 euros par mois, ce serait juste en fait des intérêts récurrents qui tomberaient. 1 200 euros versus 2000 euros, on comprend rapidement qu'il y a un souci sur la partie retraite. Donc oui, je paye pour tous les gens qui sont à la retraite, etc., et qui n'ont pas eu la même chance que moi, blablabla. Mais il faut savoir que moi j'ai juste un bac plus 2. On m'a forcé à le faire, ça me saoulait, mais on me l'a forcé à le faire. Et j'ai travaillé, voilà, je me suis démerdé tout seul en tant que commercial où tu es jugé sur tes résultats. Je me suis bien débrouillé.
ça s'est bien passé pour moi. Et après, je suis parti dans l'entrepreneuriat, tu vois, tout seul avec mes couilles. Et du coup, je me démerde. Donc aujourd'hui, si je travaille pas, bah, c'est pas l'État qui m'aide, tu vois, je me débrouille. Si c'est une journée de flemme, bah, une journée de flemme, c'est chiant parce que ça ralentit mon entreprise. Donc tous ces risques que je prends là ne vont pas être payés, finalement, ne vont pas être rétribués. Donc ensuite, voilà, on pourrait continuer sur le scam, hein. Les enfants. Voilà, aujourd'hui, le système d'éducation, c'est une catastrophe. Il y a un classement mondial qui s'appelle le classement PISA, qui évalue les élèves au niveau, je crois, des sciences. Il y a un autre classement qui évalue aussi les élèves au niveau de l'acquisition du langage, donc le français, le bien parler français, quoi. Et malheureusement, on constate que chaque année, d'année en année, on perd des places sur ce classement. Donc notre système scolaire qui est surchargé, où les profs se font bisuter par des élèves qui sont complètement en roue libre et qui, en fait, enfin, moi je plains les profs aussi, hein, dans l'histoire, hein, mais ils sont. Bon, après, je pense qu'ils sont un peu responsables aussi à cause de leur syndicat, du fait que ça n'a jamais changé et qu'ils se sont jamais adaptés à ça. Mais bon, ça, c'est quelque chose à part. Mais moi, mon enfant, je le mettrai jamais dans le système français. Le système français, il est affreux. C'est-à-dire qu'il te presse pour que juste on extrait les quelques élites et les autres, bah, démerdez-vous. Les classes, c'est le bordel. Ils n'arrivent plus à recruter des enseignants parce que les enseignants, ils en ont marre. Donc ils recrutent des vacataires, donc c'est des gens qui viennent faire l'intérim grosso modo, et ils les recrutent sur deux, ils font deux échanges avec eux, et parce que j'ai un proche qui l'a fait, on lui a proposé des postes en tant que professeur d'espagnol, et on lui a dit, bah voilà, tiens, voilà, elle a eu deux rendez-vous, pas de formation, vas-y, tiens, tu peux aller bosser là-bas. Et puis, mais donc, bah, c'est-à-dire qu'on te fout des gens, tu n'as même pas validé leur niveau de compétence, rien du tout, et on les fout devant des enfants. Et au-delà de ça, bien sûr, il y a toute l'idéologie woke qui s'insère aujourd'hui, puisqu'à la maternelle, maintenant, ils parlent de sexualité, ils parlent de consentement et tout. Non, mais je te jure, ils ont autre chose à foutre. Déjà, ce serait bien si les enfants pouvaient parler correctement et apprendre les maths de base avant de s'occuper de ça, tu vois. Genre, laisser la sexualité à la famille, c'est à eux d'éduquer leurs enfants là-dessus, c'est pas à l'État de le faire, faut arrêter de croire ça. Donc, tu vois, le système. Donc, en fait, si tu veux bien éduquer des enfants, t'as pas le choix. Bon, tu vas prier pour pas qu'ils tombent dans un établissement privé avec des pédos. Mais voilà, faut prier fort. Parce que même si, par exemple, actuellement, on a un ministre, enfin, on a un premier ministre qui est dans la sauce à cause d'une affaire comme ça, parce il a couvert cette affaire-là. C'est pour te dire le niveau des politiques en France. Bon, voilà. Donc, dans tous les cas, tu vas devoir payer, hein. Tu vas devoir payer l'école de tes enfants si tu veux qu'ils soient dans une école où tu vas limiter la casse. Voilà. Donc, c'est pareil. C'est encore des impôts que tu payes. Et en fait, tu n'as pas de retour. Puisqu'on va te dire, oui, l'école, elle est gratuite. Ouais, l'école est gratuite, mais elle est pourrie. Donc, est-ce que tu veux un truc pourri pour tes enfants? Sachant que c'est quand même ton rôle de leur donner le plus de chances possible dans la vie, quand tu as des enfants, et de les éduquer le mieux possible. Ensuite, le mindset. Le mindset français, c'est un problème. C'est un problème, notamment pour moi qui est entrepreneur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis dans une ville, je n'ai rencontré aucun entrepreneur qui fait comme moi, c'est-à-dire en ligne, etc. Je suis un ovni où je suis. Et ça, c'est un problème. C'est un problème parce que tout le monde est dans son petit train-train quotidien. Même à Paris, il n'y en a pas tant que ça. Il y a des entrepreneurs start-up, tu vois, mais ils sont tous entre eux, machin, etc. Et ils ont une vision un peu finalement un peu à l'ancienne, je trouve, de l'entrepreneuriat. Les gens détestent les gens qui gagnent de l'argent. Voilà, il y a un problème avec l'argent. Il y a un problème de jalousie en France de manière générale. C'est un des 7 péchés capitaux, ne l'oubliez pas. La jalousie, c'est quand même un truc de merde. C'est quand même le seul truc qui sert à rien. C'est-à-dire que la gourmandise, tu peux te dire, ah, je vais m'enfiler un petit éclair au chocolat, un petit pain au chocolat, etc. Ça va me faire plaisir, tu vois. Ça va te rendre heureux. On va dire que le fait de l'orgueil, c'est pareil, tu vois, c'est un péché. Tu vas être orgueilleux, ça va te faire plaisir, ça va monter ton ego, etc. Tu vas peut-être obtenir des privilèges en étant très orgueilleux. C'est pareil, la cupidité, tu vois, c'est aller chercher de l'argent. Bon, bref, il y a plein de péchés capitaux qui finalement servent à quelque chose, même s'ils sont pas nécessaires, et plutôt il faut mieux les éviter. Mais tu vois, la jalousie, c'est vraiment le truc qui sert à rien. Parce que tu vois quelqu'un qui réussit, tu te dis, ouais, il faut le taxer pour que moi je prenne de sa réussite.
Les gars, vous êtes sûrement pas mal à faire du sport, de la musculation. Est-ce qu'on aurait le gouvernement qui viendrait pas un jour nous dire, bon, écoute, toi, t'es trop musclé, tu vas arrêter de faire de la muscu, et ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller coacher un mec qui a un corps de lâche, gratos, pour qu'il ait autant de muscles que toi. Et c'est obligé, tu dois le faire, t'as pas le choix. Parce que, voilà, le mec qui aura le corps de schlag aura la jalousie et voudra absolument être comme toi. Donc, enfin, voilà, je me suis un peu éparpillé, mais le mindset, la jalousie en France, elle est complètement cassée. En France, on passe notre temps, en France et en Europe, à établir que des règles. Tu vois, par exemple, sur l'intelligence artificielle, moi que j'utilise beaucoup dans mon travail, puisqu'on on fait de la publicité. Donc, on a besoin de créer des choses, de créer des vidéos, de créer des visuels. Il y a plein d'outils qu'on ne peut pas utiliser en Europe parce qu'ils ont mis en place un truc pour encadrer l'IA. Donc, les États-Unis ont plein d'outils, l'Asie aussi, l'Afrique aussi, mais en Europe, on les a pas parce que c'est interdit. Donc, en gros, je te jure, c'est lunaire. On se tire des balles dans le pied en rigolant. Mais c'est une catastrophe. C'est un mindset de merde, je te jure. Il y a un gros problème en France. On est vraiment complètement dans un délire. Voilà. Et ça me rend triste de dire ça, hein, vous savez, parce que moi j'aime beaucoup la France. C'est quand même un pays avec une histoire stylée, des valeurs stylées. On a une culture de la bouffe, du débat. On a une histoire de malade mental, tu vois. Et je m'en rends compte que, putain, mais le fait de vivre ici et le mindset des gens et le fait d'avoir voyagé, franchement, j'aime la France quand je n'y suis plus, quand je n'habite plus ici. C'est particulier ce que je vous dis, mais vous le ressentirez, vous allez peut-être le ressentir si vous venez d'ailleurs ou si de toute façon vous voyagez en France, mais c'est particulier. Donc maintenant on peut passer à... Vous avez compris pourquoi en gros je voulais quitter la France et que c'était quoi tous ces critères qui se cumulaient. Maintenant on peut se demander, ok, où est-ce qu'on peut partir? C'est quoi les critères? Alors déjà il faut savoir que ça va être... Il y a plein de critères qu'il faut prendre en compte. Déjà, est-ce que vous êtes célibataire? Est-ce que vous êtes en couple? Ou est-ce que vous êtes en famille? Toutes les destinations vont être différentes. Célibataire, vous allez peut-être aller dans un endroit où vous pouvez faire des rencontres aussi, où les femmes sont jolies, où vous allez pouvoir voilà, vivre une vie tranquille, sans pression, etc. Le en couple, bah, vous allez être peut-être dans un objectif de travailler, de développer une entreprise, même célibataire d'ailleurs, mais vous allez être dans une optique où vous allez rechercher un peu plus de stabilité, peut-être moins de fêtes, d'excitation, etc. Et le en famille, vous allez peut-être aller chercher une stabilité encore plus forte, un pays qui va avoir une dimension familiale assez ancrée et des valeurs aussi autour de ça. Donc déjà, mettez-vous dans une case. Voilà, moi si vous devez partir demain, bah voilà, moi je suis plutôt célibataire, donc ça vous donnera une idée. Ensuite, il y a des critères à prendre. Moi, si je m'expatrie, alors j'ai la chance d'avoir une activité en ligne, donc je peux expatrier mon entreprise directement. C'est un peu ce que je vous invite à faire si jamais vous devez partir. Vous pouvez partir avec une expertise et ouvrir sur place une activité bah voilà, dédiée par exemple aux expatriés, ça va leur plaire, vous allez pouvoir facturer cher et vous allez être au-dessus du coup du pouvoir d'achat local. Ou sinon, voilà, vous pouvez partir avec une activité en ligne. Donc moi je pars avec une activité en ligne. Donc ce que je vais chercher c'est de me dire, bon, les 2 000 € que je vais gagner par exemple, je vais gagner 2 000 € par mois avec un client en France. Il faudrait que ces 2 000 € là, dans le pays où j'habite, il faudrait que ces 2 000 € là valent finalement quasiment 10 000. Voilà, pour vous donner une référence, pour que le coût de la vie soit intéressant. Donc ça veut dire aller dans des endroits où le SMIC est moins cher. Par exemple, au Portugal, je sais quand j'y étais, le SMIC était à 700 €, quelque chose comme ça. Donc c'était très avantageux, je pouvais aller me faire masser 1 heure pour 30 balles, tu vois, c'était un truc qui c'était dans mes rituels. En France, je peux moins le faire parce que c'est 1 heure, c'est 120, 150 €, ça commence à casquer, tu vois. Donc déjà, premier critère pour moi, c'est le coût de la vie. C'est de faire gagner de l'argent dans un endroit et d'avoir un avantage sur en fait le pays dans lequel tu es. Et ça, il y a plein de pays qui gagnent moins que la France. Il y en a où il faut que tu gagnes plus. Par exemple, si tu vas aux États-Unis, le coût de la vie, bah, ça va être autre chose. Il va falloir que tu gagnes, bon, allez, grosso modo 2 fois plus pour avoir un style de vie agréable, etc. Ensuite, critère pour moi, c'est le soleil.
Voilà, parce que c'est pas possible de vivre sans soleil. C'est un enfer. L'hiver ici, c'est un enfer. Je déteste ça. Il fait froid et il fait gris tout le temps. Il pleut. C'est horrible. Le taux d'ensoleillement est catastrophique en Normandie. Donc, c'est pareil à Paris. Donc, c'est clair que ça, c'est un gros point pour moi, c'est de trouver du soleil. Ensuite, c'est de trouver de la sécurité. Parce que tu vois, tu peux te dire, ok, coût de la vie, c'est cool. Soleil, c'est cool. Bah tiens, je vais aller habiter dans un pays qui me paraît bien sur le papier. Si tu vois que la sécurité c'est limite, il faut que tu le prennes en compte. Si en fait à chaque fois que tu vas sortir, tu vas pouvoir te faire, t'as deux mecs en moto qui vont passer, qui vont te mettre un gun sous la main et qui vont te dire donne-moi ton portable et ou sinon on te fume. Et si tu leur donnes pas et que tu fais le kéké, bah ils vont te fumer. Bah ça, forcément, côté sécurité, c'est un critère important. T'as pas, on a des standards de sécurité en France, même si ça se dégrade, ou en Europe, on va dire, où on n'est pas habitué à être parano. Dans plein de pays, il faut avoir des réflexes un peu paranoïaques. C'est hyper important. Autre critère, c'est les infrastructures. Est-ce que tu as besoin d'un aéroport international? Est-ce que tu as besoin d'hôpitaux qui sont corrects? Est-ce que tu as besoin d'un système scolaire? Par exemple, si tu veux avoir des enfants dans l'endroit où tu vas aller habiter. C'est assez important de regarder ça aussi, si tu veux t'expatrier sur le long terme. Ensuite, il y a aussi le côté, est-ce que tu veux être loin de la France? Est-ce que tu veux être à 3 heures d'avion? Est-ce que tu veux être à 5 heures d'avion? Est-ce que tu acceptes d'être à plus loin à 12 heures d'avion, par exemple? Donc ça, c'est point important. Décalage horaire aussi, à prendre en compte. Par exemple, si tu vas vivre en Colombie, bah, tu vas avoir 7 heures en moins. Donc ça veut te dire que si tu va falloir que tu te lèves à 8 heures pour faire tes rendez-vous qui seront à 15 heures en France. Et c'est dans l'autre sens. Par exemple, tu vas à Bali, et bah, tu vas travailler à Bali, tu vas être en avance sur la France. C'est-à-dire que tu vas faire tes rendez-vous à 18 heures à Bali, il va être peut-être 10 heures en France. Voilà, ça te donne une idée du truc. Donc là, je t'ai pris les deux extrêmes. Mais tu as des choses plus simples. Par exemple, si tu vas au Portugal, tu as une heure de décalage en moins. Donc déjà, ça, c'est des points importants. Enfin, il y a le mindset des gens. Est-ce que tu vas dans un endroit où, par exemple, on tolère les enfants, où on déteste les enfants? Il y en a. Est-ce que tu es dans un endroit où les gens sont tranquilles? Est-ce que tu es dans un endroit où il y a des opportunités business partout? Est-ce que tu es dans un endroit où, en fait, tu vas pouvoir connecter, faire du réseau super rapidement et où la réussite est une valeur forte? Ou est-ce que finalement, il vaut mieux être discret et pas trop montrer ta réussite? Voilà, il y a plein de choses comme ça, c'est le mindset. Et il y a les impôts ensuite, bien sûr. Est-ce que tu vas dans un endroit où les impôts sont comme en France? Ou est-ce que tu vas dans... Ou c'est difficile de faire comme en France. Ou est-ce que tu vas dans un endroit où les impôts sont plus chill? Bon, mais une fois que je t'ai dit ça, je vais prendre Google Maps et on va faire un peu le point sur tout ça, pays par pays, si tu veux. Comme ça, vraiment, tu auras un max d'informations et franchement, on pourra presque dire que c'est le podcast le plus complet sur l'expatriation. Multi-continent. Bon, on commence Canada. Ah ouais, il y a la langue aussi. Ah, la langue, je vais le rajouter. La langue, c'est important parce que si tu parles pas anglais, si tu parles pas espagnol ou si tu parles pas certains langages, ça va être compliqué. Bon, Canada, il y a plein de gens qui s'expatrient au Canada. Je pense que le coût de la vie doit être équivalent à la France. Le soleil, bah, c'est pas trop ça. On est sur le même, on est sur le même niveau, hein. Donc c'est en fait en été, tu vas avoir du soleil, des bonnes chaleurs, et en fait c'est un peu 6 mois chaud, 6 mois froid. C'est très bizarre le Canada pour ça. J'y avais été à Montréal en hiver, bah, il faisait bien froid. Après, voilà. Donc ça c'est point précis. Sécurisé, bah, je pense que dans l'index des pays de sécurité, le Canada, ça c'est plutôt bien. Ça se comporte plutôt bien. C'est mieux que les États-Unis et donc beaucoup mieux que la France. Côté infrastructure, bah, si tu es dans les grandes villes, je pense qu'il n'y a pas de problème. Sûrement, le système de santé doit être plus proche de celui des États-Unis, donc c'est plutôt des cliniques. Je pense qu'il faut que tu mettes de l'argent de côté ou que tu aies une mutuelle pour payer tout ça. Mais c'est pareil en Suisse, etc. Enfin, ensuite, il y a côté mindset, bah, je pense qu'ils sont plutôt tournés. Ils doivent avoir. Je connais pas assez bien la culture, honnêtement. Mais je pense que ça va être un mélange États-Unis et Europe, donc ça va être plutôt pas mal niveau mindset. La langue, bah en fait, si t'es dans la province de, si t'es dans le Québec, donc l'État, c'est un État fédéral, je pense, j'imagine. Si t'es dans le Québec, ils parlent français et anglais, mais c'est français la langue, je crois, une des langues officielles. Et si t'es dans les autres, bah par exemple Ontario, bah là c'est de l'anglais. Faut que tu maîtrises l'anglais. Donc voilà, ça te donne une idée du truc. Les impôts, honnêtement, aucune idée.
Ensuite, États-Unis. Bon, bah, tu as des impôts aux États-Unis. C'est à peu près, je crois que c'est entre 15 et 30%. Voilà, donc c'est moins qu'en France, mais il faut que tu gagnes plus. Voilà, coût de la vie, il faut que tu gagnes plus pour vivre aux États-Unis, hein. Quasiment le... Si tu vis dans des grandes villes, il faut quasiment le double que ce que tu gagnes en France. Après, le soleil, ça dépend d'où tu es, hein. Si t'es dans le Montana, donc c'est tout au nord, ça va être compliqué. Mais si t'es en Floride, bah, tu vas même avoir un peu trop chaud. La sécurité, bah, sur l'index, on est quand même mieux que la France, mais c'est pas dingue. Donc voilà, infrastructure, bah, hôpitaux scolaires, c'est pas mal, mais ça coûte une blinde. Le mindset, c'est le mindset américain. Je trouve que ça défonce tout. Les mecs sont tellement orientés réussite, c'est un truc de ouf. Ils ont pas de tabou avec l'argent. Ils ont un tabou avec le cul, par contre. Voilà, chacun ses tabous. Euh, Ensuite, bah, les impôts, voilà, je vous l'ai dit. Et puis la langue, bah, bien sûr, là, il faut parler anglais. Mais bon, c'est pas hyper compliqué. Du coup, je vais faire rapidos Amérique centrale, donc Mexique, Cuba, Porto Rico, Guatemala, Salvador, etc. Jusqu'à Nicaragua. C'est bien si tu parles espagnol, si t'aimes le soleil. Par contre, niveau sécurité, il y a plein d'endroits qu'il faut pas fréquenter. Niveau infrastructure, hôpitaux, ça va dépendre d'où tu es, mais ça peut être ghetto. Le mindset, bah, c'est des gens qui sont très chrétiens quand même en Amérique centrale, donc il y a une certaine solidarité. Après, on n'est pas forcément. Bah voilà, c'est les valeurs chrétiennes, quoi. Solidarité, mais en même temps, quand tu réussis, les gens te disent bravo, mais il faut pas trop que tu le montres. Il faut éviter l'arrogance, etc. Les impôts, bah, les impôts, c'est un peu pourri. C'est des systèmes un peu comme la France. Voilà, donc voilà, c'est pas ouf parce que tu vas gagner beaucoup d'argent et du coup, tu vas être dans les barèmes d'impôts très élevés. Donc la langue, bah, espagnol. Espagnol. Cabroncito, si tu no hablas espagnol, necesité hablarle. Voilà, là je viens de vous faire de l'espagnol, mais je suis même pas sûr que c'était très correct parce que je baragouine un peu l'espagnol, mais c'est pas ouf. Alors ensuite, Amérique du Sud. Amérique du Sud, les gars. Alors, les femmes. Les femmes d'Amérique du Sud, elles sont incroyables. Notamment la Colombie, le Venezuela. Alors Venezuela, c'est craignos, hein, faut éviter, hein, on est dans les pays sûrement les plus... enfin, on est dans les pays les plus dangereux. Les pays dans les plus dangereux, c'est intéressant. Il y a Honduras, Venezuela, l'Afghanistan, l'Afrique du Sud, parce que l'Afrique du Sud, ils ont un problème avec le narcotrafic, et Papua Nouvelle-Guinée. Papouasie Nouvelle-Guinée. Je vais y arriver. Donc ça, c'est les pays les plus désastreux au monde. Si vous y allez, ça craint du boudin. Ensuite, bah, faut savoir qu'ils parlent tous, en Amérique latine, ils parlent tous espagnol, sauf le Brésil qui parle portugais. Portugais brésilien, quoi. Moi, j'ai vécu un petit peu en Colombie et en Équateur. Alors, l'Équateur, en ce moment, ça craint, mais c'est un très beau pays. La Colombie, c'est un peu, voilà, c'est stabilité vite fait, quoi. Il y a un peu de narcotrafic, il y a des groupes armés. Donc, ça dépend dans quelle région tu es, mais dans les villes, ça va encore. Donc alors, niveau sécurité, moi je dirais pas élever des enfants là-bas, clairement. Niveau soleil, on est bon. Niveau coût de la vie, t'es très très bien, puisque le salaire moyen c'est 300 balles, 400 balles. Donc en Colombie par exemple. Le mindset, eh ben, les gens sont très solidaires entre eux, donc ça c'est une belle chose. Mais les impôts, c'est pas fou. Voilà, c'est pas fou. Je sais qu'il y a un système d'impôt au Paraguay qui est pas mal, mais le Paraguay, il faut kiffer, hein. Y a pas la mer, t'es dans le centre, t'es à la forêt tropicale, etc. C'est pas ouf, quoi. C'est pas ouf. Donc voilà pour ce continent-là. Ensuite, si je vais en Europe, bah, les pays qui sont connus pour l'expatriation en Europe, c'est l'Espagne, le Portugal surtout, et un peu la Grèce. Et après, il y a les pays de l'Est. Les pays de l'Est, j'y connais rien. Je sais que les gens parlent souvent des femmes, mais j'ai l'impression que les gens dans l'Est, ils sont un peu bizarres. Tu sais, ils sont vachement... C'est dur, hein, de vivre dans l'Est. Il y a des hivers qui sont rudes, tu bouffes que de la pomme de terre, tu bois de la vodka. Donc il y a ce côté un peu rude. Donc si t'aimes bien les trucs un peu rudes, c'est cool. Moi j'aime la chaleur humaine, tu vois, j'aime le côté méditerranéen, le côté on vit au soleil, donc on est un peu plus détente. Donc moi je serais plutôt sur Espagne, Portugal. Espagne, j'ai scanné, c'est très cher au niveau des impôts, c'est très woke. La sécurité, c'est top. Le soleil, c'est top aussi. Ça dépend d'où t'es, mais si t'es en dessous de Barcelone, si sur la côte, ça va. Si t'es en dessous de Madrid, dans les terres, t'auras du soleil aussi. Les infrastructures, bah, le système de santé, il est pas dingue. Il est pas dingue du tout. Il est un peu comme celui de la France, mais avec des professionnels qui sont pas très impliqués. Et le mindset, bah, c'est
c'est pas hypocrite comme la France, ni trop jaloux, mais ça a tendance à devenir un peu comme ça. Voilà. Parce qu'ils sont un peu aussi dans le mode socialiste, hein, c'est le problème. Le Portugal, j'ai adoré. Le mindset, ils sont tranquilles. Le coût de la vie, c'est pas cher, sauf pour les appartes. Le soleil, j'aime bien. J'aime bien aimer le soleil. Il y en a pas trop, c'est parfait. Les impôts, bah, je crois que ça que 10% des revenus étrangers qui rentrent sous forme de dividendes, donc c'est un avantage. La langue, ils parlent bien anglais là-bas, mais faut pas aller trop dans les terres parce que sinon ils parlent portugais, donc faut parler portugais. Voilà. Après, du coup, voilà, si vous avez envie de vous expatrier dans des endroits un peu bizarres, genre le Kazakhstan, l'Afghanistan, tout ça, bon courage à vous. Après, je sais que les Français parlent souvent d'expatriation au Maroc. Moi, le Maroc, les impôts, c'est assez élevé. J'ai regardé. Moi, je trouve que c'est trop le bordel au Maroc. Ça me plaît pas trop. C'est pas assez calme, c'est trop le bordel. Après, j'avoue que les Marocains sont hyper chaleureux, donc ça c'est très agréable. Il y a du soleil toute l'année. Niveau sécurité, je sais pas, attendez, je vais regarder l'indice de criminalité. Bah non, en fait, le Maroc c'est moins, c'est moins criminel que la France. C'est au même niveau que les États-Unis à peu près. C'est un des pays les plus, avec l'indice de criminalité les plus faibles du Maghreb. Donc bravo les Marocains. Vous savez tenir votre pays. Les infrastructures, je connais pas. Je connais pas sur les hôpitaux, le scolaire, tout ça. Et bah, la langue, je sais qu'ils parlent français, mais je pense qu'il faut aussi parler marocain. Alors je sais que c'est de l'arabe, mais je sais qu'il y a des variantes. Je crois qu'il y a des variantes. Voilà, je vais pas forcément être sûr et certain de ce truc-là. Ensuite, bah, il y a une époque, l'Afrique du Sud, si je reste sur le continent africain. Je saute toute la partie du milieu que je connais pas. Mais l'Afrique du Sud, c'était la mode à un moment. Mais en fait, ils sont tombés depuis peu c'est très rapide dans la chute, hein. C'est toujours, de toute façon, au début, tu tombes doucement et d'un seul coup, tu tombes brutalement. C'est toujours comme ça, les chutes. En fait, leur système, bah, et là, ils sont tous redevenus hyper racistes. Mais du coup, là, c'est maintenant la vengeance des Noirs sur les Blancs. Mais dans tous les cas, c'est de la merde, quoi, parce que tu sois raciste, enfin, c'est un problème dans tous les cas. J'enfonce une porte ouverte, mais dans tous les cas, c'est un truc de débile. Et en plus, ils sont tombés dans la drogue. Alors là, laisse tomber, il y a des narcos et tout. C'est un peu la guerre civile, quoi, enfin, sur certains endroits, donc ça craint. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Bah, il y a Dubaï. Dubaï, les amis, Dubaï, c'est un grand classique. Donc, Dubaï, il y a énormément de Dubaï, donc Émirats Arabes Unis, Dubaï, Abu Dhabi, il y a beaucoup de gens qui en parlent. Donc, le mindset là-bas, c'est hyper business. Donc, c'est top si tu veux faire des connexions. Le coût de la vie, c'est, je pense, plus élevé qu'en France parce que tu vas vivre avec un peu plus de. Enfin, sur le principe, si tu vas manger genre, je sais pas, si tu vas manger des falafels dans la rue, ça va te coûter moins cher qu'en France. Mais tu vas aller dans des hôtels, dans des trucs comme ça, etc. pour connecter. Tu vas avoir un lifestyle supérieur à celui de la France. Donc tu vas dépenser plus. Le soleil, c'est incroyable, il paraît. La sécurité, il paraît que c'est une masterclass. Les mecs, voilà. C'est tellement répressif là-bas pour des petites choses que personne fait de la merde. Donc ça, c'est magnifique. Les infrastructures, il paraît qu'elles sont très bonnes, puisque très neuves sur les hôpitaux et le système scolaire. Le mindset, comme tu sais, c'est positif. Les impôts, c'est très bas, puisqu'en fait, ils ont mis des impôts bas pour attirer bah, des talents, des entrepreneurs, des gens qui vont créer de la richesse. Voilà, c'est une logique, hein. Et la langue, je n'ai aucune idée. J'en ai aucune idée. J'imagine qu'ils ont une langue locale, mais surtout que je pense que, comme partout, l'anglais, c'est la langue du business. Voilà. Donc, tu peux parler anglais. Mindset, etc. Franchement, il paraît qu'on est très bien. Ensuite, sur les pays plus côté Asie, alors il y en a plein. Il y a le Japon. On va le prendre. Voilà, le Japon, c'est coût de la vie, je pense que c'est comme en France. Le soleil, j'en ai aucune idée. La sécurité, on va regarder l'indice, hein, on va se vérifier. La sécurité, c'est très bien. Ouais, la Chine et le Japon, c'est dans les meilleurs élèves. Avec du coup la partie, avec la partie Dubaï. Une partie Dubaï, Oman, c'est dans les pays les mieux notés sur l'indice de sécurité. Donc ça, c'est exceptionnel. Ça m'étonne pas, vu comment les Japonais ont une philosophie qui est plus proche de la philosophie du collectif plutôt que de l'individu chez nous.
Ça, c'est dû à leur religion. Donc sécurité, on est au top. Infrastructure, je pense qu'au Japon, tu as des bonnes infrastructures. Le mindset, je ne le connais pas. Les impôts, je ne les connais pas. Et la langue, eh ben, c'est japonais. Et je sais que là-bas, les étrangers sont... En fait, il y a un racisme, mais envers tous les étrangers. C'est-à-dire que on s'en fout que tu sois noir, on s'en fout que tu sois beurre ou que tu sois blanc, et ils s'en battent les couilles de ça. Non, eux, t'es étranger, donc t'es pas japonais, donc nique ta mère. En gros, c'est ça. Ensuite, la Chine. Bah, je pense que la Chine, ils sont déjà, en fait, la Chine, de ce que j'en ai entendu, d'amis qui y vont souvent, la Chine, ils sont en 2030-2050 déjà, hein. C'est comme les États-Unis dans certains endroits. Faut savoir qu'en Europe, on est à la bourre sur plein de trucs, mais la Chine, par contre, ils sont bien en avance. Donc, il paraît que c'est le futur dans plein de techno, dans les grandes villes, etc. Donc, je pense que ça doit être assez incroyable de vivre là-bas. Sur le coût de la vie, je sais pas. Sur la sécurité, et ben, comme c'est un État qui contrôle énormément sa population, visiblement au niveau de l'indice de la criminalité, il y en a très peu. Les infrastructures, elles sont nouvelles, donc je pense qu'elles sont correctes. Le mindset chinois, je le connais pas, mais ce sont des commerçants avant tout. Donc je pense qu'ils ont une volonté de croissance sur le long terme. Ils ont aussi un élitisme de la compétence qui est très fort, un peu comme le Japon, mais pas forcément dans la même vibe. Et la langue, bah, c'est du chinois, mais je pense que du coup, si tu veux faire du business là-bas, tu peux quand même te débrouiller. Ensuite, il y a le classique Thaïlande. Thaïlande et bien sûr, alors je vais mettre Thaïlande, Singapour, Indonésie avec Bali et on peut mettre le Vietnam ensemble. Donc ça, il y a plein de gens qui se sont expatriés là-bas. C'est souvent célibataire au couple. Je connais pas trop de familles qui sont là-bas, sauf quand quand ils sont mariés avec une locale. Donc voilà, il y en a qui kiffent les femmes asiatiques. Donc ça, si vous kiffez ça, moi je préfère les latinas, mais si vous kiffez ça, c'est cool. Coût de la vie, c'est plus faible qu'en France, voilà, sans souci. Le soleil, il y en a beaucoup plus qu'en France. La sécurité, laissez-moi regarder ça. La sécurité en Thaïlande, elle est bonne. Ouais, normalement, c'est normal, hein, parce que là-bas, c'est hyper répressif. Par exemple, si tu as de la drogue sur toi, tu vas en tôle, hein, mais tu vas en tôle longtemps. L'Indonésie, c'est pareil, c'est moins criminel qu'en France. Et bah, Singapour, je sais que c'est très safe. Infrastructure, je pense qu'on est encore pas sur des infra. Par exemple, le Vietnam, ça vient de commencer. La Thaïlande, je pense, ça va dépendre des endroits, mais je crois que Bangkok, c'est hyper dynamique. Singapour, c'est des bonnes infrastructures. Bali, etc., bah, c'est des infrastructures un peu. Voilà, c'est des infrastructures, tu y vas pour les vacances, quoi, je pense. Pour les hôpitaux et les scolaires, je sais pas du tout. Je pense pas qu'au niveau du scolaire, ce soit dingue là-bas. Mais c'est peut-être parce que je j'ai pas assez d'infos. Le mindset, bah, c'est des gens qui sont hyper tournés vers les autres, toujours à rendre service. Mais ça, c'est la religion confucéenne qui en fait a inondé toute l'influence, voilà, sauf l'Indonésie qui est plutôt musulmane. Les impôts, je crois que c'est pas dingue, hein. Je crois que c'est pas dingue. Après, tu peux peut-être trouver des systèmes pour payer pas trop. Mais je crois que c'est pas dingue. Je crois que tu dois payer au moins 25% d'impôts, mais à confirmer si quelqu'un connaît ces trucs-là. La langue, bah, c'est compliqué la langue, hein. Vietnam, ils parlent un peu français, un peu anglais. Thaïlande, je pense qu'ils doivent paragouiner un peu d'anglais. Singapour, ça parle mieux anglais. Et Bali, bah, c'est touristique, donc ils doivent se débrouiller, mais voilà, il faut quand même à un moment, je pense, parler la langue locale, quoi. Australie, Nouvelle-Zélande, il reste ça. Australie, Nouvelle-Zélande, bah franchement, je pense que niveau soleil, t'es pas mal. Niveau sécurité, à part tous les animaux qui peuvent te défoncer, t'es bien. Coût de la vie, j'en ai aucune idée. Franchement, je sais que j'avais regardé pour faire des vacances en Nouvelle-Zélande, c'était assez cher. Pour louer par exemple un van, des trucs comme ça. Les infrastructures, j'imagine, c'est des infrastructures correctes, équivalentes, je pense, à l'Occident. Le mindset, je ne le connais pas. Les impôts, je les connais pas. Et la langue, bah, c'est simple. T'as juste à parler anglais. Donc, je pense que c'est très simple. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Il y en a une dernière qui est un peu la destination que j'ai choisie. Voilà, donc si t'es resté jusque-là, je vais pouvoir te balancer ce que j'ai choisi. Donc, ce que j'ai choisi, c'est l'île Maurice. Donc, c'est une petite île qui fait la taille à peu près de l'île de la Réunion et qui est juste du coup à côté de la Réunion, donc à droite de Madagascar, qui est en plein océan Indien. Et du coup, elle correspond à tous mes critères. Parce que moi, je suis en couple aujourd'hui, du coup, avec une Colombienne espagnole. Et je pars dans l'idée, de toute façon, de fonder une famille à un moment donné dans ma vie. Et donc, on s'est pas mal expatrié, on a vu pas mal de choses.
Et à la base, on était chaud pour la Colombie, parce que exceptionnel, mais la sécurité a fait que on s'est dit, bon, nous on pourrait la gérer, le côté sécuritaire, il n'y a pas de problème, voilà, tu vis dans un bunker, enfin entre guillemets, tu vois, tu vis dans une résidence sécurisée, tu roules pas les fenêtres ouvertes, tu fais gaffe à l'endroit où tu traînes, tu sors pas ton portable dans la rue, ça on peut le gérer, mais par contre quand tu as des enfants, ça va casser les couilles. Voilà. En plus, là-bas, ils sont très machos à l'ancienne. Donc, si t'as une fille, pas de chance. Pas de chance, c'est vraiment trop. Elle va se faire bolosser par tous les mecs. Donc, pour éviter ça, on s'est dit, ok, on va exclure la Colombie. On va plutôt se dire Maurice. Donc, Maurice, coût de la vie bien moins cher. Puisque du coup, tu peux avoir des prestations exceptionnelles pour le même prix qu'en France. Et le salaire moyen, tu peux même avoir par exemple une femme de ménage, quelqu'un qui va s'occuper de tes enfants, un peu une nounou quoi. Et c'est 500 € par mois le plein temps. Donc déjà, c'est assez fou. Le soleil, bah, tu es au niveau de la Réunion, donc tu es sur un tropique. Tu es sur le tropique pour réviser les cours de géographie, les amis. Tu es sur le tropique du Capricorne. Donc, tu es sur vraiment le soleil, le climat tropical, la pluie intense à quelques moments dans la journée pour arroser, bien sûr, tout ça. Du coup, soleil, on est bon. Sécurité, on est dans un endroit des plus sécuritaires en termes d'expatriation, pas autant que Dubaï ou que le Japon, par exemple, mais on est quand même sur quelque chose de très bien. Les infrastructures, eh ben, il y en a beaucoup qui se développent, puisqu'en fait, ils ont mis en place une politique depuis 5 ans. C'est un peu l'âge d'or, il paraît, en ce moment là-bas, puisqu'ils ont mis en place une politique pour attirer des capitaux, donc attirer des gens qui ont des entreprises qui fonctionnent, en leur mettant une fiscalité très faible. Donc, la fiscalité à Maurice, quand tu gagnes de l'argent sur place, tu payes 15%, et quand tu gagnes de l'argent à l'extérieur, et que c'est sous forme de dividendes, tu peux ne rien payer du tout. Donc c'est assez incitatif à ce niveau-là. Le mindset, intéressant. Les écoles, c'est pareil. Du coup, les infrastructures, hôpitaux, il y a. Le scolaire, c'est pareil. Il y a des écoles internationales. Parce que du coup, il y a deux langues là-bas officielles, c'est le français et l'anglais. Donc, t'as une ouverture, tu peux mettre ton enfant à l'école française, chose que je ferais pas forcément, ou tu peux mettre ton enfant à l'école du coup internationale anglaise. Donc là, il est en mode, bah, en fait, il peut partir après s'il veut dans le monde. Allez, il peut aller à Singapour, il peut aller à Hong Kong, il peut aller bosser je sais pas, en Angleterre s'il veut avoir froid à Londres. Il peut aller à New York. Voilà, il peut aller au Panama s'il veut. Il peut aller partout. J'ai pas mentionné le Panama, c'est vrai sur l'Amérique centrale, mais voilà, j'avais checké. C'est comme le Costa Rica, il paraît que c'est pas mal, mais coût de la vie équivalent à la France, voire un peu plus. Mais bon point que j'avais oublié. Sinon, pour retourner sur Maurice, le mindset, il paraît que les Mauriciens sont hyper honnêtes. Donc ça fait plaisir parce qu'en France, ils sont toujours là à essayer d'enculer tout le monde. Ils sont dans une communion, puisqu'en fait, il y a trois religions. La religion majoritaire, c'est les hindous. Ensuite, il y a le catholicisme et les musulmans. Et il paraît que tout le monde arrive à bien vivre ensemble. Il y a même des fêtes religieuses, par exemple indiennes, qui sont célébrées aussi par les catholiques et les musulmans. Donc c'est assez magnifique. Donc vraiment un beau melting pot, tu vois, un beau mélange multiculturel. Ça pour moi c'est hyper important. Du coup, le mindset est très positif parce que tu peux rencontrer des entrepreneurs français là-bas, donc qui sont du web ou qui sont pas du web. Les impôts, très avantageux. Et la langue, moi je parle français, ma copine aussi. On parle tous les deux aussi un peu anglais. Donc on va améliorer notre anglais quand on sera sur place. Mais voilà le projet, c'est de partir. Du coup, on va faire un test en juillet. Je vous tiendrai au courant de ce test-là. Euh, Forcément, on ira sûrement habiter là-bas à partir de l'année prochaine, puisqu'il y a quelques échéances à réaliser en France avant de partir. Donc voilà, ça vous donne une belle image de où vous expatriez dans le monde, puisqu'on là on a fait quand même la carte. Donc il n'y a pas non plus des masses d'options, hein. Il faut savoir que l'herbe est plus verte ailleurs, mais pas partout. Donc moi je m'expatrie parce qu'il y a des choses j'en peux plus en France. Ça commence à me dégoûter. Et aussi parce que je sais que je vais améliorer ma qualité de vie, mais je vais aussi améliorer mon futur et mes opportunités futures. Parce que je le vois en France et dans certains pays européens, on est en train de s'effondrer, se péter la gueule. Et dans d'autres pays, ils sont en train de grandir. Et moi, je suis plutôt quelqu'un qui aime grandir et évoluer. Et donc, c'est pour ça que je vais m'orienter vers un autre pays que la France. Et je reviendrai bien sûr de temps en temps pour manger
des pains au chocolat, des trucs comme ça, voir la famille, etc. D'ailleurs, effectivement, c'est le dernier critère qu'on peut imaginer, c'est est-ce que tu acceptes d'être loin de ta famille? Alors, moi, je suis très famille, donc forcément, ça va me coûter d'être loin de ma famille. Donc forcément, ils vont me manquer. Je vais rater des événements. Je vais perdre un certain lien. Mes parents ne pourront pas forcément voir constamment mes enfants. Mais bon, ils pourront venir voilà, un mois en vacances tranquillement à l'île Maurice pour les voir. Et quand on reviendra en France, eh bah, ils pourront être à fond avec eux et pas juste un petit peu comme ça, comme le quotidien l'est. Donc ça, c'est un sacrifice, hein, les gars. Rien n'est jamais noir ou blanc. Il y a des choses négatives dans tous les endroits que je vous ai cités. L'expatriation a des points négatifs aussi. Mais il faut voir au fond de vos tripes, est-ce que ces points négatifs sont supérieurs aux points positifs? Dans mon cas, j'accepte ce sacrifice qui est très important pour ma future famille et mon futur, mon entreprise aussi, etc. Voilà. Allez, je vous laisse les gars, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend quand vous écoutez le podcast. C'était Baptiste, ciao. Merci pour ton écoute, j'espère que tu as aimé cet épisode. En attendant le prochain, je t'invite à t'abonner. Tu peux aussi écouter les nombreux podcasts déjà en ligne. C'était Baptiste, à très vite.